Bonjour à tous, bonjour messieurs, bienvenue à Carvreis. Aujourd'hui, nous recevons l'éditeur Jean Picolec et puis bien sûr le président de Carvreis, j'ai nommé Jambert Tilnon. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour messieurs, vous vous connaissez depuis un certain temps déjà et je pense que vous avez beaucoup de choses à nous dire et à vous dire. Je pense qu'on se connaît depuis plus de 40 ans. Oui, depuis 1972 ou 13, hein. J'ai dit plus de 40 ans, donc Oui, ça oui. fait 46 ans. Absolument. Oui, je me rappelle, c'est quand on s'est connu quand notre ami Olivier Mordrel a publié Breizatao. Exactement, que j'ai édité. Il revenait d'exil d'Argentine et il m'a été présenté par un Normand important, très actif, qui s'appelait Jean Mabir. Et Jean Mabir avait organisé un déjeuner pas loin d'ici, en haut du boulevard Raspail. C'est comme ça que j'ai connu Olivier Mordrel. Bien sûr, je le connaissais de nom, et je connaissais Breizatao et tout. Et tout de suite, j'ai été convaincu par ce que voulait écrire et faire Olivier Mordrel. Et je ne le regrette pas. Et d'ailleurs, quand il est mort, j'ai pris spécialement l'avion jusqu'à Quimper. Et là, Radio Armorique m'avait interviewé en me disant mais vous revenez pour l'enterrement d'Olivier Mordrel. J'avais répondu oui, je viens spécialement. Et je faisais l'aller-retour parce qu'il pensait que peut-être c'est parce que j'allais voir ma mère qui habitait Concarneau. Non, je faisais l'aller-retour et je peux vous assurer que je dis Olivier Mordrel est un des fleurons de mon catalogue d'éditeurs. Hmm. Pourquoi? Parce qu'il disait une page importante de l'histoire de Bretagne, une page qu'on a piétinée, qu'on a salie, et je crois qu'un peuple ne peut progresser que quand il connaît son histoire authentique. Et quel témoin pouvait être mieux que Olivier Mordrel pour parler de l'histoire de la Bretagne depuis, en gros, la fin de la Première Guerre mondiale jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et notamment par la période difficile pour tout l'Occident, qui s'appelle la Deuxième Guerre mondiale, et donc quand Olivier Mordrel, avec De Beauvais, notamment, combattait pour la cause bretonne. Hmm. Oui, mais moi j'ai connu Olivier Mordrel en 1972. C'est quand il revenait. Il était au restaurant Le Tijos, D'accord. en train de dîner avec Roger Hervé Glémarec, qui avait été son collaborateur à Stur. Et Mordrel était né à Paris, là, dans le 7e, en 1901, 1902. Ça fait que j'ai nourri une certaine complicité avec lui, car il avait ce côté très parisien culturellement et politiquement. Enfin, pour moi, bon, je ne vais pas partir dans les détails historiques, mais je résume Mordrel en disant, en déclarant solennellement qu'il est certainement le plus grand homme politique du mouvement breton de l'Emzao depuis au XXe siècle. Je partage ton point de vue. Bon, je n'ai pas connu de Beauvais, par exemple, ou je n'ai pas connu Célestin Lenné, mais pour revenir à Olivier Mordrel, d'ailleurs, une fois, avant-guerre, il était passé au tribunal pour activisme breton, et le président du tribunal lui avait dit « Vous dites breton, vous êtes né en France ou à Paris, je ne sais pas s'il lui avait dit Paris, et puis votre père est général ». Et Mordrel, je ne sais pas si c'est exactement ces mots, mais en tous les cas, c'était l'idée qu'il avait exprimée. Il a dit « J'aurais pu naître dans une ménagerie, c'est pas pour ça que je serais un singe ». Oui. Deuxièmement, à propos de l'histoire du mouvement Breizatao, ils ont, depuis Danzig, c'est-à-dire avant la Deuxième Guerre mondiale, nettement, plusieurs années avant, il était question déjà de faire la guerre à l'Allemagne qui voulait récupérer Danzig. Et le mouvement breton avait publié pas une goutte de sang breton pour Danzig. Et au moment de le déclenchement de la guerre, Breizatao était conséquent avec ce qu'ils ont dit. Ils n'ont pas rejoint quand il y a eu la mobilisation générale. Ils ont été en Belgique. Et là, ils seront condamnés à mort par contumace pour désertion devant l'ennemi. Mais je précise qu'au même moment, il y a quelqu'un qui s'appelle Maurice Thorez, qui a été dans la même situation
Et Maurice Thorez, lui, se réfugiera dans sa patrie de cœur, c'est-à-dire l'Union soviétique, et quand il reviendra en 1945, il sera ministre de Gaulle. Voilà le cheminement des uns et des autres. Les uns ont été obligés de se réfugier en Irlande et de justesse, ils risquaient le peloton d'exécution, tandis que Thorez, on oublie qu'il avait déserté, et il avait déserté parce qu'il était allié de l'Union soviétique, qui elle-même était alliée du Troisième Reich. Donc Thorez était objectivement, comme disent les marxistes, un allié du Troisième Reich. Et c'est pour ça qu'il déserte en France. Quant à Olivier Mordrel, après de nombreuses successions, il se réfugie en Italie. Et là, les gendarmes français l'ont repéré. Il était arrêté par des troupes britanniques. Et ils vont pour venir le chercher. Mais les gardiens de Mordrel étaient des Gallois. Et il a réussi à les convaincre, et les Gallois ont tourné la tête quand il a pu se sauver de la prison italienne. Puis après, par la filière qu'on a appelée la filière du Vatican, il s'est retrouvé en Amérique latine. Il m'avait raconté ça. Ouais. Il avait laissé une porte ouverte dans une cour. Oui, ils ont. Mais parce que c'était des Gallois. Oui. Oui, moi, Olivier Mordrel, pour moi, je dis le plus grand politique, parce que c'était effectivement un politique au sens artistique du terme. C'était un politicien. Hein, et contrairement à ce que racontent les Français depuis 1945, en qualifiant de l'étiquette diabolique extrême droite tout ce qui les dérange, particulièrement ceux qui ont essayé de traiter avec le nouvel occupant en Bretagne, qui était l'occupant allemand après l'occupant français, Olivier Mordrel n'était pas un homme d'extrême droite, c'était un vrai socialiste. Et il a même soutenu François Mitterrand pour son élection en 1981. Donc ça, on n'en parle jamais. Mais de toute façon, Olivier Mordrel n'était pas plus un homme de gauche que de droite. Il était breton. Oui, et il était au service de l'idéal Bresson de Breizh, et il n'a fait, pour résumer, que proposer aux Américains ce qu'il avait déjà proposé aux Allemands 3-4 ans avant, et ce qu'il proposait aux Français avant, dans les années 30, à savoir l'autonomie de Breizh, de la Bretagne, hein, de la Bretagne bretonnante, contre Lorient et Brest qu'il laissait comme port franc. Mais il n'a jamais proposé autre chose. Bon, l'autorité devenant allemande en 1940, il n'a fait que proposer à cette nouvelle autorité ce qu'il proposait à l'ancienne juste avant. En 45, 44-45, l'autorité étant devenue anglo-américaine, il n'a fait que leur reproposer la même chose. Bon, à chaque fois, il a échoué. Mais c'était un bon politicien, un peu comme l'a été De Gaulle. Il a échoué, non pas parce qu'il avait tort, mais parce qu'il avait peu de militants pour le suivre. Oui. Et Mordrel a bien vu, et je me glorifie d'avoir publié, d'une part, l'histoire de Brézatao aux éditions Moreau, que je dirigeais à l'époque, puis le mythe de l'Hexagone aux éditions Picolec, que j'avais créé en 1978, 6 ans ou 7 ans plus tard. Donc les deux bouquins majeurs de Mordrel, j'ai eu le plaisir, l'honneur et la joie de l'éditer. Et Mordrel, jamais je l'ai entendu se plaindre. Il avait toujours une vue très large des choses, et il avait une vraie passion de sa patrie, la Bretagne. Oui, c'était un grand inspiré. Et c'est pour cette raison que j'ai été allé chez Agathe à son enterrement, et comme ça remonte, je me demande si tu n'étais pas de l'autre côté de la tombe avec un drapeau breton ce jour-là. Oui, j'étais en gabardine aussi. Je ne sais pas si tu étais en gabardine. Oui, mais j'ai retrouvé des photos là, la semaine dernière. Et tu étais de l'autre côté de la tombe par rapport à moi, etc. Oui, je me rappelle, on a fait une petite cérémonie dans une clairière, et tu avais pris la parole d'ailleurs. Bon, ça j'ai oublié. Oui.
Non, 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 mais bon... Mais il y a d'autres Bretons qu'on a aussi oubliés ou mis sur le boisseau qu'il faudrait réétudier. C'est bien sûr Yann Fouéré, par exemple. C'est également là, surtout quand on voit l'attitude des communistes à propos de Yann Varie-Perrotte, hein, qui avait été tué à Scrignac par des troupes, des militants. Non, par des militants par communistes. Un cinglé communiste, oui. Et quand on a publié l'ouvrage d'Olier Mordrel, donc dans Brézatao, il y avait à l'époque, le Parti communiste était influent, ils avaient des hebdomadaires en Bretagne, et un hebdomadaire en Bretagne avait écrit ce qui m'a fait rire, oui, 40 ans après, c'est inélégant de parler de telles choses. Alors que depuis 70 ans, ils ressassent les mêmes histoires édulcorées. Bien sûr, on ne parle pas qu'en juillet 40, à l'Humanité, les communistes allaient voir la commandanture à Paris, juillet 40, c'était l'occupant pour la reparution de l'Humanité, et de même, quand on nous ressasse l'histoire de Marché, en disant oui, il était au STO. Mais non, il n'était pas au STO, il est parti avant que le STO existe. Il est donc parti volontaire en Allemagne, et il avait touché une prime d'engagement. Et en plus, quand il a été en Allemagne, c'était pas pour repriser des chaussettes, c'est pour travailler chez Messerschmitt. C'était quoi Messerschmitt? Les avions qui bombardaient Londres. Voilà. Donc, il faut que l'histoire cesse d'être manipulée par certains et en faire un outil de bourrage de crâne. Il faut dire les choses crûment. Et donc, les Bretons, moi j'étais beaucoup trop jeune pour ça, mais les Bretons n'ont pas à rougir de leur comportement pendant la guerre, ainsi que tu l'as dit. Et moi, c'est surtout maintenant qu'ils auraient à rougir de leur comportement par rapport à l'État jacobin avec lequel ils collaborent sans arrêt, qu'ils soient de gauche ou de droite, qu'ils soient gauchistes ou droitistes. Et pourquoi donc Olier Mordrel, j'avais appris un petit peu. Bon, je suis né au Maroc, je suis arrivé la première fois à Concarneau, dont sont originaires mes parents. La famille Picolec était de Névé exactement, mais ils vivaient à Concarneau depuis la fin du 19e siècle, et ma mère était de Melvin. Je suis arrivé à Concarneau, j'avais 9 mois, puis après, périodiquement, on venait passer 2 mois d'été de vacances tout le temps à Concarneau, tous les 2 ans. Donc j'ai couru toutes les plages du coin, de Kerlivine au Sable Blanc, et de Bénodet au Pouldu, etc. Et puis j'allais bien sûr à Gourin, Sker et autres, en arrière-pays. Et j'ai été à l'école ensuite communale à Concarneau, et où j'ai eu le plaisir de côtoyer les 2 frères Piriou, qui ont créé les chantiers Piriou. Et j'ai côtoyé aussi, parce qu'il était du même quartier que moi, Guy Cotten, qui a créé les vêtements Cotten. Ah ouais. Voilà des gens que j'ai pu côtoyer, et j'ai passé mon examen de bourse à l'école communale de Concarneau. Donc voilà. Et j'ai eu toujours conscience d'être breton, parce que même quand on vivait, parce qu'ensuite j'ai vécu, je passerai mon bac à Tanger, qui était une zone internationale, mes parents étaient abonnés à Ouest France, et ils recevaient Ouest France peut-être avec 3-4 jours de retard, mais donc on n'était jamais coupé de la Bretagne, et puis on lisait, même avec retard, les pages qui concernaient Concarneau, Tréguin, Pont-Aven, Quimperlé et autres. Ah oui, d'accord. Et à quel moment tu es revenu pour travailler chez Moreau? Alors, tu veux savoir ma carrière professionnelle? Non, juste pour... Non, mais pour que tu comment saches. c'est arrivé là? Mais au départ, comme je suis fils de pêcheur, je m'appelle Jean Picolec. Celui qui s'appelle Jean Picolec au-dessus de moi, c'est mon oncle paternel, Péry-en-Mer. Celui encore plus haut, c'est mon grand-père paternel qui s'appelle Jean Picolec, Péry-en-Mer, donc je suis de famille de pêcheurs. Comme j'étais ambitieux, je voulais devenir officier de marine, c'est-à-dire préparer naval. Quand j'étais en Mathelem, c'est-à-dire la deuxième partie du bac à l'époque, on m'a présenté au concours général d'histoire et j'ai été lauréat. Et en échange, c'était important pour moi, on m'accordait une bourse, une chambre en cité universitaire où j'avais comme voisin quelqu'un que tu connais obligatoirement de nom puisqu'il s'appelle Jospin. Hein. Ah. On était à la résidence universitaire d'Antony, donc je me suis retrouvé notamment en Sorbonne,
où je préparais, puisque j'avais été lauréat du concours général d'histoire, bon, j'avais fait des études, je préparais un doctorat d'histoire que je ne soutiendrai pas, parce que ça prenait à l'époque du temps, et je n'irai pas jusqu'au bout, et tu vas rire, ma thèse d'État en Sorbonne, nous sommes autour des années 80, c'était les mouvements autonomistes bretons entre 39 et 45. Ah bien. Alors, pourquoi je te raconte tout ça? C'est donc, je voulais être officier de marine, puis après je fais des études d'histoire, je prépare ma thèse. Entre-temps, je me suis marié avec une Malouine, j'ai déjà 2 enfants, et je tombe, il y a une annonce chez Larousse, et je vais rentrer en février 66 à la direction générale de chez Larousse, donc ayant une famille avec 2 enfants, préparant, travaillant chez Larousse, j'ai abandonné peu à peu ma thèse là. Et c'est en ayant travaillé chez Larousse pendant 6 ans que j'ai créé les éditions Moreau avec Alain Moreau. C'est moi qui les ai baptisés de son nom parce que c'est lui qui avait amené l'argent. Hein. Lui était plutôt qu'on appelle la maison l'arbre qui pousse ou quelque chose comme ça. Je voulais qu'on personnalise. Et au bout de 6 ans, donc 1er janvier 72, il fallait que je te raconte tout ça pour que tu vois le processus, pourquoi je suis arrivé chez Larousse. Et au bout de 6 ans, de cohabitation avec Alain Moreau, il y a une certaine usure pour différentes raisons. Alain Moreau, c'était la mode à ce moment-là, il s'était toqué du Parti communiste, il fréquentait Libération de l'époque, c'est-à-dire qui était ultra marxisants, niant tout, etc. Ils étaient entre les mains des trotskistes, du genre dont on parle beaucoup maintenant, Edwy Plenel, même s'il signait sous un pseudonyme, etc. Bon, il y avait des gens qui avaient une certaine rigueur, tels que Serge July ou Roger Faligot, mais d'autres étaient que des camoufleurs. Non, ils étaient compétents, mais ils faisaient un travail de sous-main et leur motivation ne me semblait pas toujours très claire, et donc j'ai créé les éditions Picolec en 78. Voilà pourquoi j'ai été long pour te dire que je ne suis pas débarqué comme ça chez Larousse du jour au lendemain. Non, chez Moreau du jour au lendemain, c'est que j'avais été pendant 6 ans chez Larousse. Et tu as quel positionnement maintenant par rapport à la Bretagne, la France, l'Europe et tout là? Brest-Désual. Oui, Brest-Désual, Bretagne libre. Oui. Bretagne libre dans l'Europe, quoi, parce que maintenant, on est obligé de passer par l'Europe. Je te rappelle que j'avais publié d'Olier Mordrel, Le mythe de l'Hexagone, oui. Ça te dit des choses. Et d'autre part, je t'ai cité le nom de Yann Fouéré, qui avait publié L'Europe au sans drapeau. Oui, je m'y réfère tout le temps. Oui. C'est-à-dire que quand la Slovaquie est devenue indépendante, quand la Croatie est devenue indépendante, les gens que je côtoyais, quand la Lettonie est devenue indépendante, ils ne comprenaient pas du tout comment ils pouvaient faire. Mais pour moi, c'était évident que les Slovaques ne sont pas tout à fait des Tchèques, qu'il y a une différence entre un Croate et un Macédonien, et puis que les 3 pays baltes méritent d'être indépendants. Hein? Le problème avec en Bretagne, c'est que le peuple est tellement francisé qu'ils ne remettent même plus en question, si tu veux, le fait d'être français, d'être breton au sens provincial du terme. Je suis pas je trouve que depuis les années, ils acceptent l'étiquette Bretagne comme qui est un mot français pour se soumettre totalement au système jacobin. À part quelques révoltes épisodiques quand il y a pour des raisons économiques, il n'y a plus de conscience nationale. Je ne suis pas de ton avis. Je trouve que depuis les années 75-80, il y a eu une évolution. On voit beaucoup plus le Grenadu. Il y a des choses qui semblent anodines, telles que le festival interceltique. Hein, ça remue les tripes des gens. Oui, mais ça fait partie du folklore provincial non, qui ne remet pas du tout en cause le système jacobin. Je ne suis pas de ton avis. Et puis, mettre les Grenadus, même la révolte des bonnets rouges,
tu m'as dit c'est des problèmes économiques, mais les gens le conçoivent. Oui, non mais, bien sûr, bien sûr. Mais à mon avis, tant qu'on n'aura pas créé les conditions d'un remplacement de l'État jacobin en Bretagne, c'est-à-dire par, Tout à fait, mais par seulement une structure étatique qu'on nommera Braise, oui, Braise n'existera pas. Mais une structure étatique ne se crée pas comme ça du jour au lendemain. Ah non, il faut que c'est une évolution, et je trouve que l'évolution est favorable. Donc ça nous donne, puisqu'on est d'accord, une autre occasion de se revoir. Il faut qu'il y ait des gars qui se forment politiquement pour devenir les cadres politiques d'un nouvel État Braise, oui, capable de remplacer l'État jacobin. Oui, mais là, ce que tu dis... Parce que parler de virer l'État jacobin, qui détruit la France elle-même, actuellement, qui a détruit la France, puisqu'il est en train d'organiser même un remplacement de la population. Hein, c'est d'accord, remplaçons l'État jacobin, mais remplacer par quoi? S'il n'y a pas de structure étatique Braise pour gérer la société Bretagne. Hein? Eh ben, pour le moment, il faut déjà faire évoluer les esprits, et je trouve que les esprits sont plus ouverts maintenant à l'idée de... Ben, voilà, c'est déjà une évolution, et je crois que les exemples qui peuvent être, par exemple, c'est le cas de l'Écosse, où le problème, je cite, récent de la Catalogne, ne peut que faire réfléchir nos compatriotes. Oui, moi je pense que l'avenir pour nous, c'est une république fédérale française, exemplaire pour l'Europe du futur. Écoute, pour le moment, il faut que les Bretons aient conscience d'être Bretons. Ah ben ils ont conscience d'être Bretons, mais justement, oui, mais ils n'ont pas conscience d'être Brésons, c'est-à-dire des Bretons nationaux. Ils ont conscience d'être des Bretons provinciaux. Je ne suis pas de ton avis, donc ça nécessite de la réflexion, et peut-être qu'on se revoit. Et je vous dis donc... Avec plaisir, mon cher Jean Picolec. Je vous dis, Kenavo al Rechal. Kenavo al Rechal, gant plija dur. Très garez.